Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un outil assez fascinant. Un outil qui veut transformer l'apprentissage et même nos réunions de boulot en un vrai jeu. Oui, Kahoot. Exactement, Kahoot. Pour notre analyse, on s'est basé sur des démos, des tutos et puis bien sûr le site officiel de la plateforme. L'objectif, c'est de voir comment on peut créer un quiz interactif, mais surtout de découvrir une astuce avec l'intelligence artificielle pour faire ça en quelques minutes à peine. Ah oui, c'est la partie qui change la donne. C'est ça. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer ce phénomène. Qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert bien, et en quoi cette méthode avec l'IA peut tout changer pour un prof, un formateur, ou même pour animer une soirée entre amis, quoi. C'est un excellent sujet, parce que Kahoot, en fait, c'est bien plus qu'une application de quiz. Ça s'inscrit vraiment dans une tendance de fond, la gamification, la ludification. C'est le mot à la mode. Complètement. On prend les codes du jeu, les points, la compétition, le temps qui défile, et on applique ça à des contextes plus sérieux. D'accord. Et les chiffres qu'ils annoncent sur leur site sont vertigineux. On parle de milliards d'utilisateurs. Le principe, c'est l'engagement par l'interaction en temps réel. Mais ça soulève tout de suite une question, je trouve. Laquelle? Est-ce que cette course au point, c'est toujours synonyme d'un meilleur apprentissage? Très bonne question. On la garde en tête. Mais d'abord, pour ceux qui connaissent un peu moins, à qui ça s'adresse cet outil? Alors, le public est très, très large. Oui, j'ai vu ça. Et les sources parlent de 3 grands domaines. L'entreprise, pour les formations, les réunions, L'intégration des nouveaux, les onboarding, c'est ça. L'éducation, évidemment, de la petite école à la fac, et même à la maison. pour des soirées, des anniversaires. Cette polyvalence, c'est vraiment au cœur de leur stratégie. Mais du coup, comment ils gagnent de l'argent avec un public aussi diversifié? C'est le modèle classique, le freemium. D'accord. Le site officiel le décrit bien. Il y a une version gratuite qui est assez fonctionnelle pour se faire la main, créer des quiz de base. Mais j'imagine qu'elle est limitée. Ah oui, volontairement. Si tu veux des types de questions plus avancées, des sondages, des puzzles, des nuages de mots ou des analyses de résultats plus poussées, là, faut passer à l'abonnement payant. Et les prix, ça donne quoi? Pour un enseignant, mais ça peut monter bien plus haut pour les forfaits entreprises. L'idée, c'est de te laisser goûter au produit. Pour te donner envie de passer à la caisse. Logique. D'accord. Voilà. Alors, mettons-nous à la place de celui qui joue maintenant, pas celui qui crée, celui qui participe. C'est quoi l'expérience jeu? C'est là qu'est une grande partie de la magie de Kahoot, je pense. Tout est conçu pour une expérience collective, centralisée. L'organisateur lance le jeu sur un écran principal, un projecteur, une télé. Ok. Et là, un code PIN unique s'affiche. Les joueurs, eux, sortent leur smartphone, ils ouvrent l'appli, Ils entrent le code, un pseudo, et c'est parti. c'est ça. Et le choix des pseudos, c'est souvent un grand moment. Ah oui, c'est le début de la compétition. Tout à fait. Une fois que tout le monde est connecté, la partie commence. La question et les réponses s'affichent sur le grand écran. Mais sur le téléphone des joueurs, il n'y a pas de texte. Ah, juste des formes. Juste 4 formes géométriques de couleurs différentes qui correspondent aux réponses. Donc on est obligé de lever la tête, de regarder l'écran commun et de répondre sur son propre appareil. Exactement. Et cette dissociation, elle est fondamentale. Ça force l'attention de tout le groupe sur un seul point. Et puis il y a le facteur temps, le chrono, c'est au cœur du système. C'est le deuxième pilier. La vitesse, c'est la clé. Répondre juste, ça suffit pas. Il faut répondre juste et vite. Pour avoir le maximum de points. Et entre chaque question, bim, un classement provisoire s'affiche pour bien attiser la compétition. Et à la fin, le podium, les 3 gagnants. C'est simple, mais c'est terriblement efficace. Ça met une énergie folle dans une pièce. C'est clair. Je l'ai vécu plusieurs fois et c'est vrai. Il y a une sorte d'adrénaline. C'est tout le contraire d'un tour de table un peu passif. Mhm. Mais ça me ramène à ta question du début. Ce culte de la vitesse, est-ce que ça favorise vraiment un apprentissage en profondeur? On peut se demander si ça ne récompense pas juste la mémoire à court terme, les réflexes, au détriment de la vraie réflexion. C'est une critique très pertinente et qui s'applique à la gamification en général. Kahoot, c'est un outil exceptionnel pour dynamiser, pour faire des révisions rapides, pour vérifier des connaissances factuelles. C'est un brise-glace fantastique. Mais Mais est-ce que c'est l'outil idéal pour débattre d'un concept philosophique complexe? probablement pas. Ou pour analyser une œuvre d'art? Non. Sa force, c'est l'engagement, la répétition rapide, pas la nuance ou la pensée lente. Donc son efficacité dépend complètement de l'objectif de départ. Entièrement. Si l'objectif, c'est de mémoriser les capitales européennes, c'est parfait. Si c'est de comprendre les causes profondes de la Révolution française, c'est peut-être
un peu plus limitée. Il faut donc le voir comme un outil dans une boîte à outils plus large. Ok, maintenant qu'on a cerné l'expérience et ses limites, parlons création. Comment on fabrique un quiz? J'imagine que la méthode manuelle, la version de base, ça peut être assez long. C'est exactement ça. La source Labo des réseaux le montre très bien. L'interface est intuitive, même si elle est en anglais. On tape sa question, on ajoute ses propositions de réponse, on coche la bonne. On peut même ajouter une image, un bout de vidéo YouTube. Oui, ce qui est un vrai plus visuellement. C'est simple, le problème ce n'est pas la complexité, c'est le temps que ça prend. Surtout que, pour l'avoir fait, le plus dur, c'est pas de trouver la bonne réponse. C'est d'inventer 3 fausses réponses qui soient crédibles. Les fameux distracteurs. C'est ça. Ça demande une vraie créativité et ça peut prendre un temps fou. Tu mets le doigt sur le cœur du problème. Créer un bon QCM de, disons, 15 questions, ça peut facilement prendre 1 heure. C'est un vrai travail de fourmi. Que beaucoup d'enseignants ou de formateurs n'ont tout simplement pas le temps de faire. Exactement. Et c'est là que nos sources, et surtout la vidéo « Un prof heureux », révèlent une approche qui change tout. On y arrive. Le fameux raccourci qui utilise l'intelligence artificielle. Ça a l'air presque trop beau pour être vrai. Comment ça marche, ce tour de magie? Alors, ce n'est pas de la magie, mais c'est une application de l'IA qui est extraordinairement intelligente. Le processus, une fois qu'on le connaît, il est désarmant de simplicité. D'accord. La première étape, un peu technique mais obligatoire, c'est de télécharger un modèle de tableur, un fichier Excel que Kahoot fournit. C'est un template déjà formaté. Ok, on a le contenu. Et pour le contenu? Pour le contenu, on se tourne vers une IA conversationnelle. ChatGPT, Perplexity, Bing, peu importe. Le secret, ce n'est pas l'outil, c'est l'instruction qu'on lui donne. Le fameux prompt. Voilà. Et la source Irenco le décompose en une formule géniale en 4 points. Premièrement, on donne un rôle à l'IA. Agit comme un expert en création de QCM. D'accord, on la met dans la peau d'un spécialiste. Précisément. Deuxièmement, on lui donne le contexte. Je suis prof d'SVT en collège ou je suis formateur en entreprise sur la nouvelle charte de sécurité. On la met en situation. C'est ça. Troisième étape, et c'est le point clé, la demande. Crée-moi un quiz de 10 questions à partir du texte suivant. Et là, on copie-colle son propre document. Ah, le chapitre du cours, les notes de la réunion, le texte de la charte. On lui donne la matière première. Et c'est ça l'astuce fondamentale. On ne lui demande pas d'inventer un quiz sur un sujet vague. On lui demande de transformer un contenu qu'on maîtrise. Exactement. Ça doit limiter énormément le risque d'erreur, les fameuses hallucinations de l'IA. C'est toute la différence entre une utilisation hasardeuse et une utilisation professionnelle. En lui fournissant la source de vérité, on la contraint. Elle n'invente rien, elle extrait, elle reformule, elle structure. C'est plus sûr, plus rapide et le résultat est parfaitement aligné avec le contenu à évaluer. D'accord. Et le 4e point du prompt? Les contraintes. On lui demande un format précis. Présente le résultat dans un tableau avec 5 colonnes, la question, la bonne réponse et 3 fausses réponses plausibles. On peut même spécifier le ton, sérieux, scientifique, et en quelques secondes, l'IA génère ce tableau. C'est bluffant. Et une fois que l'IA a sorti son tableau, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait confiance, les yeux fermés? Surtout pas. C'est l'étape la plus importante, la supervision humaine. On relit attentivement. L'IA peut faire des erreurs, formuler une question de manière ambiguë. On corrige, on affine. C'est ça. Si une question ne nous plaît pas, on peut même lui dire « reformule la question 3 pour qu'elle soit plus simple ». D'accord. Une fois qu'on est satisfait, on copie le tableau et on le colle directement dans le fichier Excel de Kahoot. Et c'est tout? Presque. Dans le fichier Excel, on ajoute la durée de chaque question, disons 20 secondes. On indique quelle colonne contient la bonne réponse. Et comme on lui a demandé de la mettre toujours en premier, c'est facile. C'est très facile. Et la dernière étape, on retourne sur le site de Kahoot et au lieu de créer un quiz, on choisit « Importer une feuille de calcul ». On charge notre fichier et en 10 secondes, notre quiz de 10, 15, 20 questions est prêt à jouer. Le gain de temps est colossal. Il est colossal. C'est une illustration parfaite de la collaboration homme-machine en fait. L'IA fait la partie ingrate et répétitive, générer les questions et surtout ces fameux distracteurs, et l'humain garde le rôle stratégique. Il fournit la connaissance, il fixe les règles et il valide la qualité à la fin. On n'a pas délégué notre intelligence, on a délégué une corvée. C'est exactement la bonne façon de voir les choses. On augmente nos capacités, on ne les remplace pas. D'accord. Et une fois que ce quiz est prêt, que ce soit fait à la main ou avec l'IA,
Les sources donnent quelques conseils pour bien animer la session. Il ne suffit pas d'appuyer sur Play. En effet, une bonne pratique, c'est d'activer l'ordre aléatoire des questions et des réponses dans les paramètres. Ah oui, comme ça, chaque partie est différente. Voilà, même si on rejoue le même quiz, ça empêche de mémoriser juste l'ordre. Une autre option intéressante, surtout à l'école, c'est le générateur de pseudonymes. Pour garantir l'anonymat. Et éviter les dérapages. Il y a une autre astuce qui m'a semblé très maligne pour contrer justement ce côté compétition individuelle pure et dure dont on parlait. Oui, l'idée de faire jouer les participants en binôme ou en petits groupes sur un seul appareil. C'est contre-intuitif, mais Mais c'est très efficace. Avant de pouvoir cliquer, les membres de l'équipe doivent se concerter, argumenter, se mettre d'accord. Le quiz devient un prétexte à la discussion, à la collaboration. on passe d'une course individuelle à une résolution de problèmes en équipe. Ça change complètement la dynamique. Ça transforme l'outil. Au lieu d'un simple test de connaissances, ça devient un catalyseur d'interaction. C'est une excellente façon de l'utiliser. Tout à fait. Bon, si on résume, on a donc un outil d'engagement très puissant, avec une méthode de création manuelle qui est accessible, mais surtout une méthode via l'IA qui est une vraie révolution en termes de productivité. Exactement. Ce qui prenait 1 heure de préparation un peu fastidieuse, on peut maintenant le faire en 5 minutes. Cette démocratisation de la création de contenu pédagogique personnalisé, c'est une avancée majeure. N'importe quel formateur peut créer, juste avant sa session, un quiz parfaitement adapté à son public et à son contenu du jour. C'est ça. Ce qui nous amène forcément à une question plus large sur l'avenir, en fait. Si la technologie prend en charge de plus en plus la logistique de la création de contenu, si faire un support de cours ou une évaluation devient quasi instantané, quelle sera la plus-value du formateur, de l'enseignant, demain? C'est la question fondamentale. On peut imaginer 2 scénarios. Le scénario optimiste, c'est que l'enseignant, libéré de ses tâches chronophages, aura plus de temps et d'énergie pour ce que la machine ne sait pas faire. L'accompagnement individuel, l'animation de débat, l'écoute. L'humain. La technologie gère le quoi, et l'humain se concentre sur le comment et le pourquoi. Mais il y a aussi un scénario plus pessimiste. Celui de la facilité. Oui, le risque, c'est de tomber dans une sorte de standardisation de l'apprentissage. Si tout peut être résumé en QCM, on risque de simplifier à l'excès des sujets complexes, de n'évaluer que la surface des choses et de perdre le goût de la pensée nuancée. Donc la question qui se pose, au final, c'est C'est est-ce qu'on va utiliser ce gain de temps pour approfondir l'interaction humaine ou pour produire encore plus de contenu standardisé? La technologie nous offre l'outil, mais le choix de ce qu'on en fait, lui, reste profondément humain.